Bonjour à tous, bienvenue sur Lift Talk, le premier podcast dédié à l'univers du street lifting et de la force, où nous abordons des sujets tels que la programmation, la nutrition, les méthodes d'entraînement pour résumer tout ce qui peut vous aider à progresser sans limite, que vous soyez débutant ou confirmé. Nous sommes Marco et Victor, coach et compétiteurs dans le milieu du street lifting. Nous suivons des athlètes également en powerlifting. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter lors du podcast et à nous les poster en commentaire. Le podcast est sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, encore Spotify, Deezer, etc. Bonne écoute à vous. Bienvenue à tous pour ce 25e épisode de Lift Talk. Et encore désolé pour cette absence de la semaine dernière, quelques problèmes techniques C'est sa faute, qui viennent c'est sa faute. Ouais. C'est ta cause, je l'admets. Ce type est une merde. Donc là, ce type n'est pas un athlète. Et Poulet, Marco, poulet. 200 grammes d'haricots, il ne met pas 201 grammes. Faut pas, c'est une fusée. Donc là, aujourd'hui, plusieurs petits sujets. Comme le précédent podcast, on trouvait ça pas mal. On a eu aussi le retour de Baxwell, le troncheur, que je resalue encore une fois, qui nous a dit que c'était pas mal ce format-là. Je pense qu'on va rester là-dessus. Donc là, aujourd'hui, premier sujet qui va concerner les athlètes hybrides. J'aurais pas mal de trucs à dire, mais avant ça, je vais laisser la parole au gros Victor. Et petit aparté, ce mec n'est pas un athlète pour le coup, parce qu'il s'est bouffé 2 magnums juste avant le podcast. Hein. Je dis ça, voilà. Mais c'est simple, c'est parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Marco est un fan absolu de glace. Et moi, je suis un mec sympa, donc j'en mange une. Et je me dis, on fait le podcast ensemble, j'en prends une pour lui. Problème évident de la distance qui se pose. Donc je me dis, bon, la glace va fondre. Donc voilà, ce serait du gâchis. Vu que le pauvre con là-bas, il peut pas la manger, et évidemment, voilà, qui doit se coltiner son surpoids, et c'est moi. Et voyons, voilà. Alors. Le mec qui arrive à justifier des trucs. Donc, alors, hybride athlète. Hybride athlète, donc c'est un sujet qu'on a déjà un peu évoqué. Déjà, on pourrait définir un petit peu les différents types d'hybridation, les différents types qui peut y avoir, on va dire, de qu'est-ce qu'on peut mélanger en gros comme truc. Donc, nous, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est le street lifting. Donc, en gros, c'est avec quoi est-ce qu'on pourrait le mélanger? Globalement, on va dire qu'il y a 2 catégories principales. Est-ce qu'on va le mélanger avec une activité similaire, genre un autre sport de force, par exemple de la force athlétique ou par exemple de l'haltérophilie, même si ça, c'est quand même beaucoup, beaucoup moins discuté, mais admettons, ou avec une activité plus axée cardio. Et après, à nouveau, dans l'hybride, street lifter et cardio, il y a évidemment plusieurs types d'exercices cardio. Est-ce que c'est, par exemple, du cardio, entre guillemets, de l'endurance, genre street workout? Est-ce que c'est de la course à pied? Est-ce que c'est du vélo? Est-ce que c'est, je sais pas, par exemple, un truc qui solliciterait plus le haut du corps, comme par exemple du rameur, ce genre de l'aviron, etc., etc. Donc, il y a toutes ces types d'hybridation possibles. Et déjà, ce qu'on pourrait dire pour donner un bon ordre d'idée, c'est que si vous mélangez tout, vous serez jamais fort. Ça déjà, donc de base, donc déjà d'être de base un hybride athlète, peu importe dans quelle catégorie c'est par rapport à ce que j'ai dit avant, c'est pas, on va pas dire que c'est de la merde, mais c'est pas optimal. Mais après, on va voir quand même qu'il y a des manières de le faire, qu'il y a des hybridations, ça, si le mot est un peu bizarre, mais qui sont moins problématiques que d'autres et qui peuvent être plus facilement gérées que d'autres, on va dire. Et pareil, moi, de toute façon, j'en ai rien à foutre, je spoil tout. Le truc qui serait le plus possible à gérer et le moins problématique, ce serait, même si on pourra en discuter après plus précisément, mais ce sera powerlifting et streetlifting. C'est 2 disciplines, on va dire, qui vont plus pouvoir cohabiter facilement pour une même personne à la fois, quoi. Qu'est-ce que tu en dis, toi? Ouais, t'as bien posé les bases et des choses.
Moi, je rentrerai carrément dans le vif du sujet. On a reçu sur le podcast, on va dire, l'hybride athlète de discipline, the hybride athlète qui est Théo de la SWAT Team. Et donc, je pense que déjà, K, déjà, même sportivement. Donc déjà, on va dire, c'est pas une anomalie, mot, mais le mec est extrêmement doué. Donc s'identifier à cette personne-là, ne serait-ce que par ses performances juste axées street lifting, je pense pas que c'est hyper pertinent. Et encore moins si on s'identifie à lui en tant qu'hybride athlète. Parce que vraiment, lui, c'est un cas à part. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec toi et je ferai le parallèle, par exemple, avec. J'aime bien taper de temps en temps un peu sur le CrossFit, même si le CrossFit, voilà, j'aime bien aussi. Et puis, c'est un sport en part entière qui développe différentes qualités physiques. Et le but, c'est d'être, voilà, moyen, bon partout, mais pas très bon complet, voilà. Et nous, en fait, dans notre sport, c'est spécificité. Et tu l'as dit, il y a des sports qui vont pouvoir plus se marier. Et je pense effectivement au powerlifting. Et à l'inverse, tous les autres choses, parce que il y a deux grands types, moi, ce que j'ai pu identifier, c'est du coup les qui font street lifting et street workout. Il y en a quelques-uns aussi. Typiquement Flo Marek, par exemple. Qui lui aussi, on peut dire que c'est à part. Donc voilà pour ça. Moi, ce que je pourrais dire, et tu l'as dit, et je le dirais de la manière, si vous éparpillez trop, c'est le meilleur moyen de ne pas être bon. Ça, c'est clair. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Que on voit aussi, enfin, dans les faits, que des mecs qui font les deux, souvent, bon, bah, ils ont des gros retards, notamment sur les tirages, ceux qui sont hybrides power street lifting. On pourrait aussi, lié à ça, quand tu es hybride athlète, vaut mieux se faire coacher par un coach de power ou de street lifting, du coup, Victor? Ah bah ça c'est une bonne question. Bah ça va dépendre dans quelle activité tu as le plus de lacunes de base, je dirais, et dans laquelle tu veux le plus progresser également. Parce que de toute façon, on vient de le dire, c'est que je sais pas, tu vois, mais le truc de se dire, je vais faire une compétition et afficher le meilleur niveau possible en powerlifting et je sais pas, 3 semaines, un mois après, faire pareil en streetlifting et afficher le meilleur niveau possible. Ça, c'est pas possible. Enfin, il y aura forcément un compromis à faire et tu seras moins bon dans l'un que l'autre. Donc, il faut définir des priorités et c'est ce qu'il faut faire de toute façon dès que tu es donc entre guillemets «un hybride athlète». C'est au cours de tes blocs, faire des focus et faire des focus entre guillemets «street», faire des focus entre guillemets «power» en fonction de, la proximité des échéances auxquelles tu veux participer. Est-ce que là, dans, 3 mois, bah, tu veux faire une compète de power et seulement 6 mois plus tard, là, à partir de maintenant, donc 3 mois encore après la compète, il y aura une compète de street, et ben là, fais un focus power. Tu maintiens un peu les exercices de street qui deviennent des exercices d'assistance plutôt, en quelque sorte, de maintenir un volume qui te permet d'avoir une technique qui va rester efficiente, etc. etc. Sur tes dips, normalement, si tu te démerdes bien, bah, tu peux ne pas trop perdre si tu maintiens une bonne technique, parce qu'avec le bench, tu vas prendre en force aussi sur la poussée, donc ça devrait se maintenir à peu près. Et après, sur les tractions, là, par contre, ce sera plus compliqué, puisque bah, tu travailles pas trop le pattern de tirer, de flexion, etc. sur le power. Donc là, tu as plus de chances de perdre. Donc l'objectif sera évidemment de limiter la casse à ce niveau-là. Mais du coup, bah, te faire coacher plus avec un coach de power ou plus avec un coach de street, et ben voilà, ça dépend de ces facteurs-là. Sur quoi est-ce que tu progresses en plus? Sur quelle est la distance du truc avec lequel tu veux progresser prioritairement? Est-ce que là, tu veux faire une compète de power prochainement? Bon, bah, fais-toi coacher par un mec qui fait du power. Et après, bah, switch si tu veux faire du street. Ou alors, si ça s'est bien passé, bah, fais avec lui. Mais tu verras, et ça c'est le débat qu'il y a toujours eu, qu'il y aura potentiellement des lacunes sur le plan technique, même si sur le plan de la programmation, la logique, force, etc.,
il peut y avoir une certaine transférabilité et en fonction de ton niveau, bah, ça peut bien fonctionner. Si tu n'as pas un niveau qui est trop avancé, voilà, ça peut assez bien fonctionner malgré tout. Mais sur l'aspect technique, bah, il y a des chances qu'il y ait quand même des lacunes et sur l'aspect programmation, si tu es très avancé, bah, je pense que pareil, il peut y avoir aussi, des trucs, si tu es pas expérimenté et que tu as pas toi-même vécu les problématiques en question, et ben, c'est toujours un petit peu plus dur, même si tu les as rencontrées auprès d'autres personnes, d'y faire face, on va dire, je trouve. Ok. Ok, ça marche. Et toi d'ailleurs, question perso, tu fais toujours à côté, du genre du terre et tout, non? Tu me demandes si je fais quoi, tu as dit, du power à côté? Ouais, si tu fais toujours du soulevé de terre. Ouais, moi je fais, bah, là, j'en fais plus trop là. Enfin, j'en fais, assez cool, on va dire. Heu, Plus, focus, volume, technique et cetera. Mais, là, j'ai moins d'objectifs dessus, à proximité, on va dire, mais, j'en fais toujours, en assistance pour le squat, on va dire. Et par contre, je fais pas du tout de bench, tu vois? Par exemple. Ok, et pas du tout de muscle up non plus. Si, j'en fais un petit peu, j'en fais une fois par semaine. Oh, Si, au poids si. du corps, je fais 2 reps. Je fais un EMOM de 2 minutes. Non, non, mais je fais un petit peu de transition, transition muscle up, parce que de toute façon, je trouve que ça sert à rien de faire des muscle up, complets, à moins d'être très proche d'une, échéance compétitive, mais ça sert pas à grand chose. Ok. À la barre, à la barre. Après aux Ouais, anneaux, donc, pas pareil, mais ouais, ouais, là-bas. Donc, après, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur les hybrides athlètes? Que bah, de toute manière, je pense que, en fait, moi, le truc que j'aurais aimé rajouter, c'est juste un petit truc, et peut-être qu'on l'a déjà dit, mais je le redis, c'est que si vous débutez, vous savez pas trop vers quelle discipline vous vous dirigez, intéressant et fun, on va dire, de faire les deux pratiques. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a un choix qui va être obligatoire, quoi, auquel vous allez être confronté. Et là, après, c'est vous qui décidez. Mais c'est clair que aussi autre chose, c'est que plus vite vous aurez fait votre choix et plus vite vous gagnerez du temps. Ça c'est pas gonde. Si vous, votre délire, c'est plus le power, faut pas me dire. En fait, vous pouvez tout. Mais encore une fois, voilà, vous verrez jamais le potentiel, votre plein potentiel dessus, étant donné que ça restera des assistances. Donc voilà un peu sur les athlètes hybrides. Je pense qu'on a fait le tour. T'en dis quoi, Victor? bah, sur l'aspect cardio, heu, simplement, on a dit donc que le power, ça se mariait beaucoup plus facilement parce que c'est une discipline où on va chercher à travailler les mêmes qualités physiques. Simplement, c'est des mouvements qui sont différents et encore, il y a le squat quand même qui est en commun. Mais pour l'aspect cardio, donc comme on a dit, bah, c'est d'office pas terrible. C'est-à-dire que si on veut performer en street lifting et dans une activité cardio à côté, bah, là, pour le coup, ça va être vraiment plus compliqué. Mais pour le coup, faut pas non plus exclure complètement le cardio. Faut faire attention à la surspécificité, on va dire, développer exclusivement les qualités physiques qui sont reliées de manière, bah, directe avec, le travail de la force et cetera, quoi. Et d'exclure donc complètement un travail de fond, développement, aérobie, ce genre de travail qui va être quand même très important. Donc, faire de la marche, de la marche, mais pas faire genre, une promenade d'1 heure, par semaine. C'est si vous faites, admettons, que de la marche, et ben, faudrait quand même réussir à totaliser, je sais pas, on va dire une moyenne de 50 000 pas à la semaine. Ça me paraîtrait être quand même un «minimum» entre guillemets. Après que vous fassiez sur tapis, je sais pas quelle manière, voilà, pour totaliser les pas, peu importe. Mais ça me paraît être un minimum pour avoir un travail de fond d'un point de vue cardio en parallèle et potentiellement rajouter ou si vous pouvez pas du tout, faire ces pas-là, bah, peut-être avoir un travail du coup peut-être un poil plus soutenu, toujours en faisant attention quand même à l'intensité que vous y mettez, mais sur, un effort du coup, bah, qui permettrait d'être plus court,
parce qu'il serait plus soutenu, mais travail cardiovasculaire, donc je sais pas, que ce serait du vélo, ce serait de la course, ce serait du rameur, peu importe, mais d'avoir quand même ce travail à ce niveau-là, parce que c'est vrai que sinon c'est quelque chose qui est pas du tout, alors très très peu travaillé, et ça risque de se payer d'un point de vue santé, mais ça je sais que c'est pas un argument qui en séduit beaucoup. Donc je vous dirais que ça vous fera quand même vraiment, ça vous fera vivre une limitation dans votre progression, passer un certain stade dans votre progression dans l'activité à laquelle vous voulez progresser de base, donc le street, qui finira par se faire ressentir si vous travaillez vraiment pas du tout, du tout, du tout votre cardio. Je vous dis pas de devenir des enduromanes, mais quand même d'avoir un minimum de travail de fond et d'être actif, je dirais, au global. Hyper important. Bah, sans la la non, non, c'est top la marche. Ok, bah très bien pour tout ce qui est hybride athlète. Donc vous savez à peu près tout maintenant. Et on voulait aussi parler des RPE, PS, les pourcentages. C'est super intéressant. Alors peut-être que je vais introduire. Après, il y a différentes échelles, mais qui changent de très peu selon les échelles. Ça va plus jouer sur des termes que sur des valeurs. Le pourcentage, c'est-à-dire que vous occultez tous les autres données que vous allez recevoir de l'athlète. Donc, je sais pas si en ce moment il est fatigué, s'il est très motivé, s'il arrive à être focus, si au niveau de la technique, comment est-elle. Pour moi, ça occulte tout ça. Et pour moi, les gens qui travaillent encore en pourcentage, je vous le dis clairement, c'est des flemmards. C'est des gens qui ont peut-être. Il y aura des cas particuliers, attention, je veux trop une généralité. Il y a des cas particuliers. Mais les gens qui programment au pourcentage, pour moi, qui ont des calculateurs, tu sais, automatiques, par exemple, ça se fait beaucoup en force, et que, en gros, eux, ils ont que à mettre à jour la semaine suivante, et en gros, par des calculs mathématiques, ça détermine des charges en fonction de pourcentage. Avec Google Sheets et des tableaux Excel, c'est des choses qu'on peut mettre facilement en place. Et du coup, donc ouais, moi je vous dirais, fuyez un peu ça, parce que les RPE, même si c'est quelque chose qui peut être subjectif et qui demande, on va dire, une petite expérience de pratique pour être vraiment objectif pour le coup, c'est beaucoup plus intéressant, ça va vous donner d'informations d'après moi, et encore cette information de RPE, elle est à prendre dans un tout au global euh, euh, de votre athlète la semaine. Comme j'ai à côté en fait. Donc je suis plus partisan, on va dire. Moi, je me vois un peu comme un, tu sais, un artisan de la. Il y a des mecs qui me semblent moi beaucoup plus pertinents, beaucoup plus individualisés. Euh, donc ouais, voilà. Alors peut-être, je suis parti un peu dans tous les sens là, Victor. Toi, qu'est-ce que tu aurais à dire? Je crois qu'on t'a perdu là. Bah non, mais en fait, pour dire les choses de manière très honnête, là, tu vois, depuis le début qu'on enregistre ce podcast, ça capte très, très mal et il y a plein de moments où, je t'entends pas du tout. Là, par exemple, j'ai eu 2 blancs qui ont duré au moins 20 secondes, je pense. Mais j'essaie de faire comme si de rien n'était pour pas niquer l'enregistrement. Du coup, là, concrètement, là, de tout ce que tu viens de dire là, tout ce que tu viens de dire, j'ai concrètement rien eu, tu vois? Quasiment. Genre, j'ai eu vraiment des bribes. Mais, bref, j'ai pas voulu faire Tu sais quoi? C'est un point positif, c'est un mal pour un bien parce que du coup, tu n'as rien compris de ce que j'ai dit et toi, tu vas donner sans aucune influence c'est ton ça. avis.
On C'est ça. t'écoute, Victor. Et c'est ça qui est pas mal, tu vois, c'est ça qui est intéressant, tu vois. Donc simplement quand même, parce que vu que j'ai vraiment rien entendu, pour être sûr, on parle bien de la planification. En tant que coach, est-ce que tu planifies avec des RPE, avec des pourcentages? Quel est l'intérêt de l'un, quel est l'intérêt de l'autre? C'est ça la question en gros. Exactement. Pour vous dire le niveau de à quel point on m'a perdu il y a un moment là, hein. Attention, hein, moi j'ai été très à l'écoute, hein, c'est juste que ça fonctionne pas, hein, je veux que ce soit bien compris quand même. Bref, donc, alors, ce qu'il faut se dire pour introduire un petit peu le truc, l'entraînement, qu'est-ce que c'est? L'entraînement, c'est appliquer un stimulus dont on attend des adaptations, dont on attend une sorte de retour sur investissement. On crée une fatigue sur plein de plans, une fatigue sur un point de vue central, c'est-à-dire d'un point de vue nerveux, la fatigue nerveuse, comme on dit, même si c'est un peu grossier de dire ça, mais tout ce qui va avoir attrait aux caractéristiques centrales. Donc là, pour le coup, en effet, le système nerveux, tout le système d'un point de vue, comment dire. Bon, bref, on s'en branle. Système nerveux, on va simplifier les choses. Non, mais pour pas refaire tous les trucs, connexion cerveau-muscle, neurone, tac, message inférent, efférent, synapse, etc. Non, on s'en branle. On n'est pas en physio, on va pas commencer à partir en couille. Bref, une fatigue d'un point de vue nerveux, une fatigue d'un point de vue des structures, donc tissu connectif, musculaire. Et donc, cette fatigue, il va falloir en récupérer. Et si on n'attend pas suffisamment pour en récupérer en fonction de l'intensité de l'effort, on peut accroître les dommages à un point où on va potentiellement peut-être finir par se blesser, ou alors accumuler trop de fatigue dont on ne va pas récupérer. Donc bref, comme on en a déjà parlé, la planification, c'est faire fluctuer l'intensité. Donc faire fluctuer l'intensité, c'est ça, c'est cette idée-là. Et donc la question ensuite, c'est comment est-ce qu'on va traduire l'intensité? Est-ce qu'on va la traduire en pourcentage du RM, du 1RM, ou est-ce qu'on va la traduire en RPE? Et l'idée, c'est que ce qu'il faut quand même se dire, c'est le stimulus qu'on veut appliquer, c'est une intensité perçue. C'est quand même ce que le mec qui va produire l'effort va ressentir avant tout. Parce que typiquement, pour donner un ordre d'idée, il y a des gens qui vont être capables de faire, par exemple, je sais pas, 5 répétitions, peut-être à 90% de leur RM sur un mouvement, et il y en a d'autres qui vont même pas être capables de faire 5 répétitions à 80% parce qu'ils ont des profils, endurance, etc., qui vont pas être du tout les mêmes. Et du coup, si tu planifies une série de 5 RPE 8, pour un mec et pour un autre mec, ça peut vouloir dire deux trucs complètement différents. À ça s'ajoute l'imprévisibilité de la vie courante, tout simplement, de son mode de vie, son état également psychologique, émotionnel, etc. Ce qui fait que les séances, elles peuvent plus ou moins l'impacter, il peut plus ou moins en récupérer. Donc bref, ça fait que si on n'est que sur un outil qui est objectif, qui est le pourcentage, c'est un outil objectif au sens strict du terme, on perd quand même pas mal de données. On perd des données d'un point de vue sensoriel, comment lui, il va percevoir l'effort, etc. Sur le plan théorique, ça peut fonctionner, hein. On peut avoir cette moyenne où les pourcentages vont représenter telles intensités, et pour cet individu-là, ça va parfaitement fonctionner, ce qui fait que la stratégie de fluctuation de l'intensité qu'on va adopter, elle va très bien fonctionner. Il va pouvoir suffisamment bien récupérer, il sera quand même suffisamment stimulé, et du coup, il arrivera à avoir des adaptations, à progresser, etc. Donc là, ce sera merveilleux. Mais pour d'autres, peut-être que l'intensité elle sera beaucoup trop haute par rapport à ce qu'on aura prévu, peut-être qu'elle sera trop basse, et du coup, il n'aura pas les retours sur investissement souhaités. Il ne progressera pas autant qu'il le voudrait, ou alors d'autres, ils cracheront. Donc bref, il faut mêler un petit peu les deux. Et globalement, pour moi, ce qu'il faut réussir à faire, en fait, c'est de réussir à adapter les pourcentages par rapport à comment la personne perçoit les efforts, quels sont ses profils force-endurance sur différents exercices. Ça va ça va dépendre de pas mal de facteurs, la longueur de ses leviers, après tout simplement son profil, hein. Il y a des gens qui sont plus ou moins endurants de base, qui sont plus ou moins portés vers l'endurance, qui ont des qualités innées vers ça, d'autres un petit peu moins, d'autres qui sont un petit peu sur un entre-deux, etc., etc. Donc bref, il faut trouver un petit peu tous ces profils-là, qui fait que avec des formats donnés, genre je sais pas, 4x6, 4x6 à X%, ça va taper à peu près tel RPE, tel niveau de difficulté sur 10.
Et à force d'avoir ajusté ces données-là, et ben, ça fait qu'on va pouvoir réussir à matcher l'intensité voulue à un instant T avec la stratégie de fluctuation de cette intensité-là pour que il se passe ce qui doit se passer, c'est-à-dire que le mec crache pas, le mec progresse quand même, le mec ne brasse pas de l'air, etc., etc., et qui finisse par avoir le retour sur investissement souhaité. Donc en gros, pour moi, il faut fonctionner avec des données objectives, donc peut-être des pourcentages pour commencer, en prenant de la marge et en faisant plutôt des trucs, on va dire, trop simples que trop durs. Quand tu es coach, en plus, ça te permet de checker la technique avec des intensités pas trop élevées, parce qu'on va dire oui, mais c'est facile d'avoir une technique parfaite quand l'intensité n'est pas élevée. Bah déjà, c'est pas le cas de tout le monde, il n'y a pas tout le monde qui a une technique parfaite sur tous les exercices quand l'intensité n'est pas élevée. Et si la technique est déjà pas bonne quand l'intensité est faible, et ben alors quand l'intensité va monter, ça risque d'être encore pire. Et pour la corriger, ce sera plus dur. Donc c'est pour ça que généralement, je trouve que c'est bien de faire commencer avec des charges particulièrement légères. Mieux vaut que ce soit trop léger que l'inverse. Et ensuite, au fur et à mesure, en fonction des retours, des feedbacks, etc., et ben réussir à évaluer cette charte, on va dire un petit peu, de OK, tel format que je te demande, genre une série de temps de répétition à tel pourcentage, bah toi, ça devrait te faire taper dans tel RPE. Et après, bah, tu sais qu'il y a une marge en fonction de le mec s'il est plus ou moins fatigué. Et après, en fonction des facteurs externes, son mode de vie, etc. Et ça, après, bon, bah, c'est du dialogue. Parce que si toi, en même temps, tu veux qu'il soit une intensité donnée, via la charte que tu as évaluée avant, mais que lui, il le sait pas et que lui, il se dit juste qu'il doit faire ce que tu as prévu et ce qui est écrit, et que lui, il est fatigué, eh ben, il va aller peut-être forcer plus et peut-être sensiblement plus que ce qu'il aurait fallu, et ça sera contre-productif dans le plan. Donc en même temps, c'est pour ça que ça peut être intéressant de mettre une charge absolue, une charge objective, via un pourcentage, avec un RPE visé, et de faire comprendre à la personne que si, lors de sa chauffe, il sent qu'il va exploser le RPE visé, et ben, soit carrément, s'il sent qu'il est fracassé, il peut de load carrément, soit tout simplement, il essaye de matcher le RPE en question et il adapte la charge en fonction de ça, en gros. Ok. J'aime bien, tu finis tes phrases. Tu, tu m'entends pas, quoi. T'as dit quoi? Je quoi? Tu m'entends? Ouais, Ah à ouais, moitié, purée, ouais, il ça va. m'entend vraiment pas. Ici, je t'entends. Je finis mes phrases, après, t'as dit quelque chose, mais. Là, tu m'entends. Ok. Ouais, bah écoute, moi je suis plutôt d'accord avec toi. Encore une fois, alors ça dépend vraiment des personnes, mais moi je serais plutôt à définir des charges données. Ça, c'est ce que je l'ai déjà dit. Et en fait, les charges données, pour rejoindre ce que tu as dit, ça, en fait, c'est une traduction d'un pourcentage, en fait, finalement. Oui, bien sûr. D'un pourcentage mais en fait, je l'exprime pas, on va pas vous mettre parce qu'il y a des gens qui font comme ça, qui programment comme ça, Ouais, ça, 80%, tu vois. Enfin, voilà. Donc, ouais, ouais. ça, moi, je trouve que ça, c'est. Il m'entend plus. Alors, je vais Ah, bouger. ah c'est bon, je t'entends là. Ah, tu m'entends? Là, j'ai eu encore un gros blanc de ouf, hein. Ah ouais, bah, j'ai vu ça, ouais. Ok, À chaque bah, fois, de toute moi, je parle façon, pas hein, quand il y a un blanc. À chaque fois, je parle pas, hein. Comme ça, je me dis, ah, ça se trouve, ça passe, ça se trouve, il embraye sur un autre truc, ça passe inaperçu de ouf. Ah, sur un malentendu. Ok, ça a bah, déjà fonctionné 2, 3 fois avant, hein. on pourrait carrément faire un hors-série, un épisode hors-série sur le pourcentage VS RPE, parce Ah que bah c'est vrai oui. que c'est hyper intéressant. Il y a pas mal de choses à dire, euh, c'est clair. Après, on avait un autre sujet encore. On avait 4 sujets en tout aujourd'hui. Donc, le Ouais, premier, c'était hybride athlète, pourcentage VS RPE. Et le troisième, c'était. l'importance des exercices de prévention. Ah, ouais. Tu veux que je commence? Alors, qu'est-ce que tu entends, toi, par exercice de prévention? C'est ça qui est intéressant.
Alors, des exercices de prévention, pour moi, je les définis comment? C'est des exercices déjà. Donc, on était à exercice de prévention et à définir qu'est-ce qui était un exercice de prévention. Et j'avais commencé par dire que les exercices de prévention, souvent, c'est des exercices avec une faible intensité où le focus, c'est pas vraiment voilà, d'utiliser des charges lourdes, même s'il y a des exceptions à ça. Et je disais que notamment sur, par exemple, je sais pas, un exo en isométrique ou en excentrique avec des charges élevées, voilà, je vois pas trop d'autres exos où on pourrait charger la mule à ce niveau-là. Donc, ça serait plutôt des petits exercices avec un ressenti, un objectif de ressenti différent. Style, moi, typiquement, ce que j'aime beaucoup, c'est les exercices de renforcement des avant-bras, les exercices de de la coiffe des rotateurs, les exercices d'expansion aussi de cage thoracique pour les gens qui auraient des tensions au niveau sternal, des autres petits exercices aussi qu'on pourrait faire avec des élastiques. Alors voilà, on va pas tous les énumérer, mais en gros, ça serait plutôt des petits exercices qu'on fait plutôt en fin de séance ou dans le warm-up, mais bon, ça serait plutôt des exercices à catégoriser dans des exercices d'activation, donc un peu différents. Euh, et c'est souvent, et je le remarque parce que, étant donné que c'est un sport émergent, le street lifting, c'est un truc que je vois assez peu. C'est beaucoup plus présent dans le powerlifting. Mais les exercices de prévention, pour moi, devraient être intégrés dans chaque programmation. Encore une fois, selon le profil de l'athlète, bien évidemment, on va pas lui faire faire des trucs inutiles et dépenser encore plus d'énergie. Mais voilà. Qu'est-ce que tu en penses, mon gros Victor? Oui, 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 bah, de toute façon, c'est des exercices qui sont très importants à mettre en place. Moi, ce que je dirais, c'est ce que tu as évoqué un petit peu, c'est même de les mettre en fait dans l'échauffement, comme tu as dit. Parce que tout simplement, les gens ont la flemme de faire des petits exercices de merde à la fin de leur séance, je trouve très souvent. Et ça les fait tout simplement chier. Donc parfois d'avoir des échauffements peut-être un petit peu conséquents, enfin conséquents, pas tout à relatif, parce que c'est pareil, si tu passes 1 heure à l'échauffement, ça t'emmerde aussi. Mais de trouver un compromis là-dessus, où tu répartis bien les exercices. Moi, je préfère en faire plus à l'échauffement, parce que même moi, à mon échelle, je sais que ça me fait chier de passer du temps. Une fois que j'ai fait mes gros exercices, c'est que j'ai le sentiment quand même d'avoir accompli un peu ma séance, de devoir encore passer du temps à faire d'autres trucs, alors que même, bah, forcément, j'ai accumulé de la fatigue, etc. Alors que quand tu es frais et que c'est des trucs qui sont pas si fatigants que ça, et ben, ou alors de manière voilà, qui n'entraîne pas, on va dire, en tout cas une fatigue globale, généralisée, qui risque vraiment de te faire baisser en performance quand tu vas faire ce que tu dois faire. Et ben, moi, je préfère faire à l'échauffement, avoir des échauffements plutôt conséquents, même si les stratégies que je mets souvent en place, si les personnes que j'ai ont mal, et ben, de chercher à optimiser un petit peu ces aspects-là au niveau de l'échauffement, d'ajouter des exercices, de travailler après sur les sensations, sur les montées en charge, des stratégies à ce niveau-là. Je trouve que c'est des trucs qui sont pas mal, qui permettent de bosser bien, de bosser frais aussi, quand tu n'es pas encore cramé, parce que comme tu as dit, c'est des exercices où l'intention prime, il faut que tu sois concentré sur ce que tu fais, sauf que si tu les fais en te disant, bon, bah, je les fais pour les faire, mais qu'en même temps, t'es pas concentré dedans, t'en perds aussi un grand bénéfice potentiel, on va dire. Et du coup, c'est pour ça que moi, c'est des trucs que je cale principalement à l'échauffement, tu vois, ce genre de petits exercices. Mhm. Ok. Ouais, parce qu'en fait, il y a plusieurs écoles, parce que c'est un peu comme en power, tu sais, t'as l'école SBD, All SBD, quoi, et puis t'as une école un peu plus réfléchie, on va dire, et sur le long terme. Même si des fois, c'est pas hyper. Comment, tu vois, t'as des fois des top athlètes qui ne font pas aussi trop de prévention ou. Même s'il y en a qui en font, hein, bien sûr, mais c'est des trucs qu'on montre pas déjà aussi sur les réseaux. C'est pas Ouais, très Instagrammable de faire du Hellfly à l'élastique. Tout le monde s'en branle, quoi. ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Donc ça, c'est un truc qui doit faire partie, même si si on vous le montre pas. Et dans une stratégie long terme, c'est vraiment hyper important de le faire. Je crois qu'on en avait déjà pas mal parlé sur un podcast des préventions des blessures. On vous avait fait un topo là-dessus. Je fais aussi une parenthèse parce que je vois un peu les stats toutes les semaines du podcast. D'ailleurs, c'est top parce qu'on est de plus en plus nombreux sur Spotify et sur YouTube notamment. Mais il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui sont pas abonnés. Donc, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et aussi à vous teaser un peu quelques trucs. Et je le tease en même temps à Victor parce que peut-être aussi que cet été, on sera peut-être, nous, un peu plus occupés par nos projets personnels. Et donc, je compte sortir des épisodes, comment, des hors-séries, en fait, des hors-séries avec des invités. Ça sera des podcasts plutôt vidéo que je publierai du coup sur ce compte-ci. Et donc, je vous en dis pas plus pour l'instant, mais donc voilà. Voilà un peu pour ça. Pour ce qui est de la prévention, en gros, pour résumer, c'est très important. Intégrer des exercices, alors pas trop, choisissez-les avec parcimonie et puis intelligemment. Mais parce que c'est ça aussi, hein, le piège, même dans les exercices d'assistance, ça serait de vouloir tout faire, quoi, de tout rattraper, de tout machin. Comme on vous l'a dit, il faut prioriser. On n'a pas une énergie illimitée, donc voilà. Voilà pour ça. Et on s'est gardé un peu enfin moi le sujet qui me fait kiffer le plus là de ce podcast-là, c'est mes final rep et les nouvelles règles concernant les championnats du monde. Et donc Victor qui a encore bugué encore une fois. Est-ce que tu nous entends, Victor? Moi, je t'entends. Moi, Victor. Ah ok, parce que t'es bloqué là. Alors vas-y, Et, dis-nous tout sur Final Rep, mec. et ben, de toute façon, c'est simple. C'est que, en gros, là, donc, de ce que j'ai compris, c'est pareil en Power d'ailleurs. Je sais pas, je suis pas trop au courant des trucs comme ça, mais c'est qu'en gros, il peut y avoir par catégorie de points, normalement, une personne par pays qui peut se qualifier, mais exceptionnellement pour la France et puis pour l'Allemagne aussi, je pense, au vu du nombre de personnes en France qui avaient participé l'année dernière, eh ben, il peut y avoir donc deux personnes nationalité française qui peuvent se qualifier par catégorie de poids. Donc, ce qui évidemment n'était pas du tout attendu, parce qu'on peut se dire, ah bah deux, c'est mieux que un par rapport aux autres pays. Donc, dans les faits, c'est vrai. Sauf que l'année dernière, il nous est arrivé de voir des podiums entièrement français. Donc, c'est-à-dire déjà trois athlètes qui étaient donc les trois meilleurs de la catégorie, et donc plus que deux. Et en plus, dans ces catégories-là, potentiellement, il y avait d'autres encore personnes qui étaient françaises, potentiellement. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup, beaucoup de Français qui participaient. Ok, on peut dire que certains participaient peut-être, je ne vais pas dire à tort, mais ont tout simplement profité du fait que c'était un événement qui était récent, qui était nouveau et qui avait quand même, de toute façon, les minima, donc on ne peut pas leur enlever. Mais c'est sûr que les minima, peut-être qui étaient assez faibles par rapport à ce qu'on pourrait attendre, mais qui remplissaient quand même le contrat. Et du coup, ça faisait qu'il y avait peut-être pas mal, en effet, de Français par catégorie, mais il n'empêche que, comme j'ai dit avant, on avait donc des podiums qui étaient entièrement français, des catégories qui étaient entièrement dominées par des Français ou largement. Et donc, la preuve en est que les Français dominent quand même pas mal le sport. Et puis voilà. Et puis voilà. Qu'est-ce que tu vas nous dire, toi, Marco, là-dessus? Non, bah moi c'était alors j'en ai déjà débattu avec certains en privé de ça, mais pour donner un peu parce que je pense qu'ils attendent un peu notre avis par rapport à tout ça, c'est que je dirais que le fond est bon, mais la forme est à revoir. C'est-à-dire que moi ce que je trouve le plus problématique, c'est que ils annoncent ça très tardivement. Tu vois d'ailleurs toi Victor tu t'entraînais un peu pour cette échéance-là, même si tu vas
pouvoir la faire. On en discutera après, parce que je pense que tout le monde n'a pas compris, et même moi au début, j'ai pas tout lu, et du coup, j'avais pas toutes les infos. Mais Parce que donc, t'es un gros con, ça. non, juste gros, c'est tout. D'ailleurs, ça ne va plus du tout là, mon poids ne fait que monter. Ah, Faut que j'arrête, putain. faut que j'arrête les conneries là, parce que déjà que Ah, j'étais pas putain, bon au mais moi qui ai mangé une glace pour toi avant, là, bah là, merde, t'aurais dû me dire que Ah j'aurais pas ouais, mangé pour toi. C'est con. j'étais pas bon au muscle up, mais alors là, laisse tomber quoi. Bientôt, je pourrais même plus en faire quoi. Donc non non ouais, je pense qu'ils ont annoncé ça trop tard. Et ça je trouve que c'est pas très correct. Après, en fait, il y a deux points de vue qui s'opposent. On pourrait dire, ouais, mais les championnats du monde, c'est les meilleurs athlètes au monde. Et il y a d'autres mecs qui disent, ouais, mais faut que toutes les nationalités soient représentées. Et là, en fait, nous, même si on a notre avis là-dessus, on peut rien faire contre une organisation. C'est comme, je sais pas, la FNSL, elle a des règles. Il y a des gens qui aimeraient remettre sans cesse en question les règles, mais en fait, les règles sont les règles et c'est pas vous qui décidez des règles. Si vous participez à ces compétitions-là, ça veut dire que vous acceptez les conditions. Donc, en fait, on aura beau polémiquer pendant 20 ans, ça changera pas grand-chose, quoi. Donc, moi, je trouve ça bien aussi, d'une certaine manière, qu'il y ait beaucoup de gens, enfin, beaucoup de nations qui puissent y participer. Et effectivement, le niveau va être très hétérogène, parce qu'il y aura des grosses différences de niveau selon les nations. Il y a des nations, enfin, elles sont inconnues même au bataillon, quoi. Je vois les Américains, je sais pas qui fait du streetlifting aux États-Unis, quoi. Alors que, et d'ailleurs, ça, c'est hyper étonnant parce que Hannibal et tout, le street workout, ça s'est quand même vachement démocratisé là-bas. Et genre, en streetlifting, il y a personne qui a eu l'idée de développer ça ou de se mettre là-dedans. Alors que les Américains, Ouais. entrepreneurs comme ils sont, je trouve ça étonnant. Mais c'est clair que le jour où ils vont s'y mettre, ça va redistribuer les cartes, hein. Ça c'est clair et net, hein. Ça c'est sûr. D'ailleurs, je les vois vachement, ça collerait vachement comment dire, à la mentalité de là-bas. Tu vois, je vois beaucoup plus des Américains que des mecs, je sais pas, des Suédois, des Norvégiens, ou des mecs comme ça faire ça. Ah, c'est vrai. Euh, les seuls mecs de l'Est, c'est ouais, tout ce qui est Russie, Hongrie, des trucs comme ça. Là, au Kiev, c'est un peu plus la street, quoi, mais des pays du Nord, vite fait, quoi. Ouais, ouais, non, Donc, c'est vrai. donc, ouais, donc voilà. Après, il y avait d'ailleurs des réflexions, je trouve, très bonnes qui ont été faites suite à cette polémique. C'est que, justement, ça encourage les Français à participer à des compétitions sur le territoire parce que il y a beaucoup de gens qui boudaient un peu certaines compétitions. Alors que bon, le but aussi, c'est pas de faire toutes les compétitions inimaginables. À chaque fois qu'il y en a une, y participer, etc. On ne sait pas ce qu'on vous dit, hein. Mais c'est bien de contribuer aussi à l'essor du sport au niveau national. Et de toute manière, le niveau du coup français pour se qualifier au monde sera stratosphérique et sera atteignable que par un infime pourcentage des pratiquants. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment essayer de vous développer des compétitions peut-être à niveau régional. Là, je lance peut-être une bouteille à la mer concernant les différentes créations de ligues FNSL. Si vous avez une équipe solide et sur laquelle vous pouvez compter, ça serait intéressant que vous manifestiez pour qu'on puisse créer des ligues et couvrir le territoire français. Actuellement, il y a le Grand Ouest du coup qui est qui est en fonctionnement en fait, mais ça serait bien qu'il y ait d'autres parties de la France qui soient couvertes aussi. Euh, et là aussi, je peux vous l'annoncer dès à présent.
L'année prochaine, dans le Grand Ouest, en fait, on va instaurer des compétitions au niveau départemental. Donc, du coup, ça rajoutera aussi de la valeur pour le moment à des compétitions régionales, puisqu'il faudra se qualifier à des compétitions départementales pour faire les régionales ou les interrégions. Voilà, pour ça, j'ai dérivé un peu du sujet initial. Et, c'était une occasion aussi de faire un peu de propagande pour la FNSL. Victor, est-ce que tu nous entends? Très très bien, merveilleusement bien. Ah, super. Comme ça fait longtemps que je ne t'ai pas entendu. C'est très agréable. Alors, est-ce que tu as quelque chose à rajouter aux choses que tu n'as pas entendues? Bah moi, de toute façon, là, non, j'ai tout entendu, là, c'était bien. Non, mais moi, je dis juste que pour moi, c'est des conneries et c'est que c'est les plus forts qui doivent participer et que le monde de tout le monde, il est beau, tout le monde, il doit participer parce qu'il est gentil et mignon, il faut laisser de la place aux autres, c'est de la merde et que c'est pas eu tout le monde dans lequel on vit, de manière générale, et que voilà, Mais, il faut arrêter ce nivellement par le bas de vouloir inclure des gens, cette l'inclusion à tout prix. médiocrité ambiante, Ah, c'est l'inclusion à tout prix, c'est vraiment des conneries incroyables. Et on il a faut, dit qu'on politisait pas le podcast. Hein. mais l'inclusion de tous les pays, qu'est-ce qu'il raconte lui. Ah, t'es pour le progrès ou t'es pas pour le progrès? Putain, merde. Mais teins-toi les cheveux en bleu, mec. Arrête de nous raconter tes conneries. Et, euh, et que voilà, c'est les plus forts qui doivent participer. Si t'es pas assez fort, tu participes pas, mais tu t'entraînes pour le devenir en fait. C'est au-delà de tout aspect politique ou quoi. Moi, je revois plutôt à ce qui me paraît être un fondement très important, qui sont les mangas. Et, les mangas, c'est ça. Hein, tu crois que Naruto, s'il pouvait pas passer l'examen Chunin, il rageait? Bah, il avait peut-être le seum, mais tu crois il allait essayer de changer le monde pour pouvoir passer l'examen et faire que même si c'était une énorme merde, il allait pouvoir passer l'examen? Bah non, il va voler un parchemin pour apprendre une technique interdite. Bon, c'est pas le meilleur exemple, mais nique sa mère, on a compris l'idée. C'est-à-dire que les gars, ils s'entraident pour réussir à sortir du lot quand même, tu vois, pour arrêter d'être des énormes merdes, c'est tout. Donc voilà. Ouais, ok. Mais alors, je rajouterais moi deux choses. La première, c'est que pour mettre un peu plus de contexte, c'est que à l'heure actuelle, effectivement, je suis pas sûr que ça soit pertinent. Et là, je rejoins assez Victor comment rendre accessible à toutes les nations ces championnats du monde. Parce que en fait, il n'y a pas assez de pratiquants au niveau international. Ça serait plus pertinent dans un sport déjà développé, mais là, c'est pas le cas. Donc il y a ça. Et deuxième chose, et un truc alors je sais pas si quelqu'un l'a vraiment évoqué, mais c'est les Allemands qui tiennent ce truc-là, enfin cette organisation Final Rep. Eux, ils n'ont pas intérêt à ce que tous les Français ils se ramènent. Et Bien c'est sûr. peut-être un peu enfin, je pense que c'est un peu le fond du truc, quoi. C'est aussi que eux voient leur intérêt personnel. Je sais pas, j'aurais du mal à imaginer. Enfin, ça, tu vois, je trouve que ça fait un peu vicelard, tu vois. Je veux pas leur Non, mais prêter ces intentions-là, tu non, vois. mais ça rentre en ligne de compte, tu vois. Oui, oui, Enfin, oui. voilà, c'est peut-être pas la raison principale, mais c'est voilà. Donc bon, C'est une donc voilà. rancune, tu penses? C'est une rancune Non, des deux guerres, tu penses? non, C'est le truc qui part en couille complète. excellent. Mais qu'est-ce que tu penses de De Gaulle? Ah, bah, c'était un grand homme, hein. On en fait plus des comme ça. Ah, c'est clair. Mais ouais, non, 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 mais ouais, donc bon, c'est assez complexe, mais en vrai, on s'en fout parce que les règles, en fait, c'est eux qui les font et Bien nous, sûr. on Voilà. peut que Non, mais acquiescer dans les tous les trucs. cas, c'est ça. Dans tous les cas, c'est ça, bien sûr. Après, si tu veux faire quelque chose, bah, en fait, tu fais quoi? Tu participes pas, quoi. Enfin, Voilà. tu boycottes, voilà, chercher le mot, tu boycottes les championnats du monde. Ouais, c'est le seul truc que tu peux faire.
Ouais, mais bon, après, ça t'apportera rien, quoi. C'est comme Non. voter blanc. Voter blanc, c'est pas comptabilisé, c'est de la merde. Bah, c'est pareil, quoi. Non, du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller là-bas, il faut foutre la merde. Faut tout brûler, putain. Mais le métal, ça brûle pas. C'est- Ah putain, bah, c'est complètement parti en couille. Ce Donc, podcast ah sans ouais, connexion internet. ah ouais, pitoyable. Et dernière chose, qu'on vous a pas précisé, peut-être que vous ne le savez pas. Donc en fait, il y a deux options, et là peut-être que toi, Victor, tu vas nous les expliquer, nous les développer pour se qualifier cette année au championnat du monde, parce qu'il y a quelques subtilités. C'est-à-dire subtilité. Enfin, je sais pas, pour moi, Bah, c'est très simple. alors vas-y, dis-nous tout. Bah non, mais c'est plus gros total possible. Et après, le total, bah, tu le valides soit en faisant des vidéos et en les postant, soit tu les as validés lors d'une compétition qui est comment dire, enfin, il y a une liste de compétitions qui peuvent te permettre de valider ça, quoi. Toutes les compétitions de la FNSL le permettent, par exemple. Ok, donc là, c'est quoi comment dire, c'est quoi les dates butoirs pour envoyer les vidéos? L'envoi se fait du 1er au 14 juillet. Donc toi, tu vas envoyer ça quand? Ok, super. Entre ces deux dates. Le mec, et ça va? T'es confiant? Bah, on verra bien. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Faut attendre aussi d'avoir plus de détails, hein, parce que mine de rien, ils ont pas trop expliqué concrètement comment faire, s'il y avait une façon précise de se filmer, si, enfin, ils n'ont pas trop donné de précision encore hein, sur tout ça. Bah, justement, je trouve qu'ils tardent particulièrement, sachant que c'est censé commencer donc 1er juillet, donc là. Donc je trouve que c'est un peu moyen, tu vois aussi. Ouais, on voit que l'organisation, finalement, Bah, les Allemands. c'est ça, parce qu'en fait, tu dis à des mecs, ouais, il faut que vous fassiez, faut que vous mettiez vos performances, donc il faut que vous réalisiez ces dites performances avant le 14 juillet. Et ils annoncent ça il y a, je sais pas, il y a 10 jours, même pas, ouais, il y a 10 jours grand max. 10 jours grand max. Donc bref, t'as même pas un mois de battement entre l'annonce et la date butoir de quand tu dois publier au dernier délai les trucs. Donc forcément, il faut que tu les aies fait un petit peu avant. Donc t'as même pas un bloc pour le faire. T'as même pas un bloc pour le faire. Et, et puis voilà, quoi, c'est court, quoi, en fait. Donc forcément, en fait, si t'es pas dans ce genre de focus sur ta programmation, tu dois un peu revoir les choses. Enfin, c'est pas du tout terrible, tu vois. En plus, ça me fait rire parce que je me dis, c'est quand même des mecs qui savent quand même, je pense, plutôt bien comment fonctionne la programmation, etc. Je ne connais pas dans les détails, mais je pense qu'ils sont pas trop mauvais, bref. Et je pense qu'ils sont tout à fait conscients du fait que c'est pas du tout optimal, tu vois. Hmm. Donc ça, Ok, donc on va bien voir comment ça va se passer, quoi. On verra exactement. bien. Donc peut-être, du coup, nous, il y a Claire, du coup, qui est sûre de se qualifier quasiment. On attend quand même la confirmation en monde 63. Et puis, il y a Christelle qui va justement envoyer ses performances pour participer en monde 57. Donc, on vous tiendra au courant. Et puis, le gros Victor, on verra aussi s'il va réussir à se qualifier, cette petite merde. Hein? Ouais. Ah, il est petit, hein. C'est vraiment terrible. Ok, bon, bah, du coup, épisode un peu chaotique. On s'excuse encore pour la connexion. On va essayer Ça fait. d'améliorer ça pour le prochain épisode parce que là, c'était catastrophique. Et voilà, donc on vous dit à la semaine prochaine. Salut! Ciao!